Les amis, bonjour, bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, une page foot, une fois n'est pas coutume, et devinez où nous sommes. Dans cet environnement de verdure, nous sommes au pays de Cyrano. Facile de dire, de là à le préciser immédiatement, que le Bergerac Périgord Football Club a du nez. Nous allons effectivement parler de foot amateur et parler de cette équipe que toute la France du foot a connue lors de l'hiver dernier, lorsque les Bergeracois sont parvenus en quart de finale de la Coupe de France. Ils étaient tombés avec les honneurs contre l'équipe de Versailles, mais ils étaient parvenus à un niveau exceptionnel pour un club amateur. J'ai avec moi, et ils sont là, bien calés, bien sur leurs appuis, et Paul Fauvel, qui est le directeur général du club. Bonjour Paul. Bonjour Christophe. Et Erwan Lanuzel, on l'a beaucoup vu sur Eurosport, l'entraîneur emblématique de cette équipe de Bergerac. Bonjour Erwan. Bonjour. Merci d'avoir répondu déjà à notre demande d'interview. Le foot amateur qui n'en est pas tout à fait un, Paul, parce que dans ce club, nous le disions en antenne il y a quelques instants, tout le monde vit du foot finalement. Exactement, tout d'abord merci d'être venu sur cette magnifique plaine de Bergerac. Donc oui, c'est un club qui s'est structuré au fil des années, qui s'est doté du coup d'une équipe quasi professionnelle parce que tous les joueurs et le staff sont à 100% dans le football, mais également la partie éducateur du club, soit chez les filles, chez les garçons, sont en partie structurés, formés pour encadrer du coup et faire développer ce projet du club. Donc oui, on est sur une structure qui est quasiment professionnelle et qui a le nom d'amateur uniquement quoi. Erwan Lanuzel, tu as un parcours, tu as d'abord ton âge, très jeune, 33 je crois, 33 ou 34 ? Oui, c'est ça, 33 ans. 33 ans, l'âge du Christ. De là, imaginer que tu auras le même parcours, je ne sais pas. Pas mais tu aurais bien aimé j'espère. avoir les pouvoirs magiques du Christ au mois de février dernier, lorsqu'il y a eu la séance de pénalty contre Versailles, ou bien encore lorsque vous avez loupé la montée en nationale à la 96e minute. J'imagine que ça doit être deux terribles déceptions de cette saison qui fut exceptionnelle par ailleurs, Erwan. C'est un sentiment très très particulier parce qu'on est passé par toutes les émotions. On a eu beaucoup de joie tout au long de la saison. Alors on retient forcément deux étapes assez négatives qui viennent clôturer un chemin. Et comme je l'expliquais il y a quelques semaines, ce qui est important, c'est de vivre un chemin, de faire une route ensemble et que cette route soit belle parce qu'on retient souvent plus le chemin que la finalité. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de bons souvenirs et forcément une pointe de déception qu'il fallait digérer. Alors Paul, nous sommes ici au site du barrage, c'est très très symbolique, hein. C'est le lieu où va avoir lieu ce soir le premier match d'entraînement du BPFC, vous allez rencontrer Arcachon. Alors c'est un match qui a connu bien des turpitudes puisque normalement ce match aurait dû se dérouler sur le bassin d'Arcachon, tout le monde connaît le problème des incendies. Finalement le match a été inversé et nous sommes sur le lieu où finalement il va y avoir beaucoup de travaux, 1,6 million de travaux qui va devenir le centre d'entraînement, le centre névralgique du BPFC, disons d'ici peut-être 2 à 3 ans. C'est à peu près le laps de temps qu'il faudra pour aménager ce site. Oui exactement, du coup grâce au parcours en Coupe de France, on a pu ouvrir une discussion avec les collectivités qui nous soutiennent au quotidien. On a expliqué depuis très longtemps les difficultés que l'on peut avoir de fonctionnement ici au niveau des vestiaires, des terrains ou encore de l'éclairage par exemple qui est défectueux ici au barrage. L'idée c'est de leur expliquer que nous on est prêt à faire un effort, d'accompagner les collectivités en injectant de l'argent, des capitaux propres de la part du club et de pouvoir aider, que ce soit la ville, l'agglomération, le département ou la région, dans la structuration ici et de pouvoir doter du coup les infrastructures d'une salle de musculation, d'une salle de soins, de bureaux administratifs, de vestiaires, de terrains synthétiques renouvelés ou encore d'éclairage. Donc c'est un gros projet qui nous tient à cœur et qui va faire évoluer et encore plus structurer le projet du club d'ici 2 à 3 ans. Erwan, tu es biarro. Et ce n'est pas anecdotique que de le dire. Lorsqu'il y a la montée en top 14 entre Biarritz et l'Aviron Bayonnais, même si tu es un homme du ballon rond, tu es un pouce citrouille, mais quand même ce jour-là, tu étais biarro à 300%, j'imagine. Oui, j'étais biarro, je suis biarro de naissance et je suis très très attaché à ma ville et très fier d'être biarro. Alors la particularité, c'est que j'ai travaillé pour l'Aviron Bayonnais pendant 4 ans, donc
On a même joué dans le stade de Jean Daugé avec devant 10 000 personnes et rentrer pour un biarro devant la Peña Bayona, c'est assez particulier. Ah oui. Donc voilà, moi je suis pour une représentation à haut niveau du sport basque en général, plus de Biarritz ou de Bayonne. Voilà, je suis heureux qu'il y ait au moins un club de rugby en top 14. De préférence, je préfère que ce soit forcément le Biarritz Olympique, mais en termes de scénario encore, c'était un match incroyable à vivre. Tu sais quel est le point commun entre le club de Biarritz et le club de Bergerac? Ce sont deux patronages. Oui. Biarritz, c'était la JAB, c'est toujours la JAB, et le club de Bergerac, Paul, ce fut les enfants de France de Bergerac pendant très longtemps. C'est une histoire qui est évidemment différente parce que le club aujourd'hui s'appelle le Bergerac Périgord Football Club. C'est malin de votre part parce que vous avez associé le département au projet de développement de Bergerac. Tout à fait, donc au départ, effectivement, c'est le président Deloy qui se sépare du patronage des enfants de France, qui existe encore aujourd'hui sur la gymnastique. Nous, en 2012, du coup, avec le président Fauvel qui était en place, l'entente avec La Force pour le foot féminin et l'entente avec Moulelier pour l'équipe C du coup, des seniors a fait qu'on a dû changer de logo, changer de nom du club. Et le fait de pouvoir mettre le Périgord dans ce nom permet de renforcer notre ancrage un peu plus fort localement et de pouvoir s'étendre sur les plates-bandes de Périgueux, du nord des départements ou encore du Périgord noir et de pouvoir dire on n'est pas seulement le club d'une ville, on est aussi le club d'un département. Et c'est ce qu'on a voulu faire lors du parcours en Coupe de France, de pouvoir rester en Dordogne, jouer Saint-Étienne à Périgueux, jouer Versailles à Périgueux, au lieu de partir délocaliser à Libourne, à Brive ou à Limoges. C'était une volonté, ou à Bordeaux également, aussi. effectivement, et de pouvoir vraiment rester sur notre territoire et pouvoir s'affirmer comme le club du département localement et de pouvoir travailler en ce sens avec les clubs aux alentours également. Rowan Lanuzel, tu es quel type d'entraîneur? Jeune entraîneur, mais j'imagine entraîneur exigeant. Moi, je t'ai vu à l'Aviron Bayonnais, je t'ai vu à Poitiers, je sais que tu es quelqu'un... Quand tu es sur un banc de touche, tu vis le match. Qu'est-ce que te reprochent tes joueurs, si tant est qu'ils te reprochent quelque chose? Moi, je pense qu'il faut leur demander déjà. Je pense que c'est eux Alors, là. je parlais d'exigence. Il y a des façons de dire les choses. Bien sûr. Quand tu es mécontent de la prestation d'un joueur, est-ce que, en fonction du tempérament du gars, il y a des choses que tu peux dire à certains que tu diras pas à d'autres? Est-ce que c'est à toi de le sentir? Mais mon idée directrice, c'est de dire toujours la vérité aux joueurs. Mais est-ce que tu peux le dire de la même façon à tous les joueurs? On le dit de manière différente parce que tous les êtres humains sont différents. Donc pour moi, il faut être capable de toucher les canaux de communication qui sont les plus influents pour le joueur et l'homme qui est en face de vous. C'est ça la priorité. Pour moi, c'est d'abord de bien visualiser, de bien cibler les 23-24 hommes que j'ai devant moi pour permettre aux 23 ou 24 footballeurs d'être dans les meilleures conditions pour performer. Donc forcément, il faut dire des vérités qui ne sont pas agréables à dire forcément par moment. Mais c'est mon rôle d'être le plus objectif possible dans mes prises de décision. Tu sais, il y a un entraîneur qui entraîne actuellement Lèche Cap Ferré, qui a créé un outil de travail extraordinaire dont vous avez entendu parler tous les deux, qui s'appelle Foot Manager. Lorsque tu arrives avec des stats qu'un joueur ne Coach comprend adjoint, pas, exactement, coach adjoint, quand tu arrives avec des stats précises, que tu mets de côté un joueur qui est par exemple, je ne sais pas moi, un numéro 6 et que ce numéro 6 est uniquement défensif, mais ne participe pas au jeu, que tu arrives avec des stats incontestables, est-ce que ça peut être un plus? Oui, pour, par exemple, le mettre sur la touche? Non, mais c'est forcément un plus pour pouvoir, on va dire, perfectionner notre élément de communication ou perfectionner nos arguments. Mais pour moi, c'est d'abord un ressenti qui est important. C'est un ressenti, c'est donner des explications, c'est s'appuyer sur la vidéo, c'est aussi connaître le joueur et savoir aussi peut-être pourquoi il n'y arrive pas. Et j'attache beaucoup d'importance à l'humain et à la relation humaine. Donc les stats, c'est un élément qui est important de nos jours parce que beaucoup en parlent avec de la data, mais une stat, il faut l'analyser en profondeur. Si un garçon fait par exemple 80% de ses passes vers l'arrière, pourquoi? C'est plus facile à faire que vers l'avant. Mais voilà, sûr. Mais c'est le pourquoi. Pourquoi? Parce que peut-être que ses coéquipiers ne sont pas situés dans le bon espace, peut-être que ses coéquipiers ne sont pas mobiles, peut-être que le pressing de l'équipe adverse le met en difficulté. Donc il faut être capable de s'appuyer sur les stats, mais il faut être capable d'expliquer le pourquoi. Et le pourquoi, il faut avoir une connaissance du jeu et une analyse du jeu qui doit être, à mon avis,
qui doit être hyper importante, parce que les stats, ça risque des chiffres. Hein. Alors, comment parler de Paul sans parler de Christophe, qui aurait dû être là, mais qui n'a pas pu se déplacer. Christophe, c'est d'abord le président, c'est ton papa, le président du BPFC, un chef d'entreprise, le président du MEDEF. Il me semble qu'il est aussi président de la CCI. Est-ce que c'est difficile de vivre dans l'ombre de ce papa? Et est-ce que quelque part ce poste de directeur du développement t'a permis quelque part de connaître toi aussi, d'inscrire tes lettres de noblesse? Alors oui, c'est jamais facile de passer quelqu'un qui réussit, hein, peu importe si c'est le fils ou pas le fils, mais ça s'est déjà vu dans plusieurs entreprises que le père boucher passe la transmission à son fils apprenti boucher. Donc pourquoi dans un club de foot ça pourrait pas exister? Qu'est-ce que tu as amené que ton père n'avait pas, par exemple? Qu'est-ce qui vous différencie? Alors si on parle uniquement club de foot, de la disponibilité, parce que je suis à 100% sur le club et disponible, et j'ai une connaissance de joueur, parce que j'étais joueur pendant 16 ans au club. J'ai grandi avec ce club, donc j'ai cette connaissance entre guillemets du terrain bergeracois principalement. Donc j'apporte cette expertise que je peux avoir par rapport à ça. Mais pour revenir à la première question, c'était effectivement, c'est pas simple d'avoir un nom comme celui-là. Ça a été pas simple quand j'étais joueur avec le père président, même s'il n'est jamais intervenu par rapport à ça. Mais ce qui permet d'avoir une fenêtre de tir par rapport à mes capacités, à mon savoir-faire, de montrer ce que je peux faire et surtout d'être complémentaire par rapport au travail qui a été fait depuis 18 ans au club, de dire ok, j'ai vu ce qui a marché, j'ai vu ce qui n'a pas marché, mais maintenant moi j'apporte cette vision un peu moderne et avec le recul nécessaire que j'avais en étant joueur, de dire ce qu'on va mettre en place, ça va forcément essayer d'être une plus-value et de pouvoir, on va dire, faire grandir le club encore plus de ce qu'il n'était jusqu'à présent. Nous l'avons dit, cette interview, nous l'avons intitulée « Le BPFC a du nez ». Vous avez souvent eu, Arwan, du nez sur les joueurs. Alors, est-ce qu'il en sera de même lors de la saison 2022-2023 ? C'est un challenge, on aura une première réponse ce soir. Parle-nous un petit peu de l'effectif et de ces nouveaux joueurs qui arrivent. Alors d'abord, peut-être de ceux qui partent. Moi, je connaissais bien Adrian Saïbedine, donc il est parti. Oui, il est parti dans quel club? Au Stade Bordelais. D'accord. Quels sont les joueurs qui vous ont quitté, qui avaient brillé, par exemple, pendant l'épopée de Coupe de France? Les éléments les plus marquants sont nos défenseurs centraux, Kevin Mingwa et Freddy Colombo, qui ont été très très performants sur l'ensemble de la saison et qui se sont offerts beaucoup de visibilité. Freddy Colombo a signé sur le niveau national dans un club professionnel au Mans. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une réussite. Une réussite club parce que Freddy était là avant que j'arrive, donc c'était l'œil de Paul et de la cellule du recrutement qui les a installés à Bergerac. Et puis après c'est la fierté de l'avoir aidé à progresser pour aller jouer plus haut. Donc on est très heureux de ce choix-là de la part de Freddy. Après Kevin est parti dans un autre projet dans le sud-est à Grasse. C'était un choix qui lui appartient, donc voilà, on a voulu le conserver. Et puis arrivé au bout d'un moment, on n'était plus d'accord sur l'aspect financier, donc on voulait garder de la cohérence dans notre effectif, garder de la cohérence dans notre groupe. C'est important pour nous d'avoir une grille, on va dire, tarifaire sur lesquelles on visualise les joueurs, donc c'était important pour nous. Et puis après, certains dont on a décidé de se séparer. Samir Bakir, qui avait fait deux ou trois belles saisons à Bergerac, Johan Wachter, Adrian Saïbedine et quelques jeunes qui étaient en complément dans l'effectif, à qui on a proposé un nouveau challenge qui était de devenir cadre de l'équipe réserve. Et challenge qu'ils n'ont pas accepté et qu'ils ont préféré aller voir un autre projet. Allez, prends des risques. Est-ce qu'il y a une pépite dans cet effectif? C'est difficile parce que toi, l'entraîneur, tu vas pas dire d'un joueur « Oh, il est extraordinaire, imagine-toi qu'il se plante cette saison », on te reprocherait ses propos. Mais est-ce que tu sens vraiment que vous avez fait la bonne pioche à l'intersaison? Il n'y a pas de pépite dans une équipe d'Erwan Lanuzel, tout simplement. Pourquoi parce que la star, c'est l'équipe. Oui. Donc aujourd'hui, moi, j'insiste sur le fait que... Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir un joueur qui a joué... dans le passé en Ligue 2 ou en Ligue 1? Jima Levina, qui est à Clermont actuellement, qui est passé avec nous pendant 2 saisons à l'Aviron Bayonnais. Romain Escarpit, qui a fait une saison de nationale la saison avant de nous rejoindre.
Assimi Fadiga qui est au Mans aussi et qui était contre nous au Puy, qui est sur du national, dans un club professionnel, Freddy Colombo maintenant. Donc moi j'insiste sur le fait de permettre aux joueurs de pouvoir s'épanouir à travers un projet de jeu collectif. Et s'il y a des individualités qui permettent de faire grandir le club et nous permettent d'avancer ensemble, bah, tout le monde est content. Aujourd'hui l'objectif c'était de pouvoir grandir tous ensemble. Certains ont grandi plus vite que nous parce que le club restera en N2 et certains vont découvrir le N1. C'est ça l'objectif. Donc l'idée directrice, c'est d'avoir une équipe et un groupe compétitif. Et honnêtement, il n'y a aucun joueur qui est mis plus en avant que les autres. Voilà. Alors, on va parler un petit peu du budget d'un club comme le BPFC, parce que bon, l'argent, c'est le nerf de la guerre dans ce club semi-professionnel que vous êtes. C'est quoi le budget du BPFC déjà? Alors du coup, c'est un budget qui s'élève à 1,3 million globalement, dont à 70% apporté par les entreprises, ce qu'on peut appeler le B2B, et les restes 30%, tout ce qui est grand public, buvette, boutique, billetterie, licence, plutôt cet aspect-là globalement. La Coupe de France vous a rapporté combien? Entre 300 et 400 000 euros, voilà. Que vous avez redistribué en primes aux joueurs pour la plupart Oui, de cette somme? c'est considéré comme des apporteurs d'affaires, entre guillemets. Donc il y a une partie qui leur revient, il y a une partie qui nous sert à financer tous les frais de sécurité, globalement, qui sont très très élevés du coup sur le volet Coupe de France. Et l'autre partie, le bénéfice du coup de l'épreuve, servira à financer les futures installations du club sur la plaine du Pont-Roux et de Caen-Réal. Vous aviez autrefois le rugby ici à Bergerac, c'est plus un concurrent? Parce qu'ils ont longtemps été à plus haut niveau que le football. Pour moi, on ne se compare pas du coup au club de rugby parce qu'on est sur deux projets différents, deux tailles différentes, des valeurs différentes également. Nous, on fait un petit bonhomme de chemin avec un projet plutôt sur le Grand Sud-Ouest. Eux souhaitent vraiment s'ancrer sur le côté bergeracois. Donc c'est deux projets différents. On collabore parce qu'on échange beaucoup avec les staffs respectifs, un peu moins avec la direction du club. Mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de pouvoir s'allier quand il le faut pour aller discuter de projets sportifs pour notre ville. Erwan, vous serez sans doute l'équipe à battre dans ce groupe D de National 2, vu le parcours de Coupe de France, vu le fait que vous avez loupé de très peu la montée. Est-ce que ça ne sera pas forcément un handicap? Tout le monde voudra se cogner Bergerac. Non, forcément, notre statut a forcément changé. Ça serait malhonnête de notre part de dire qu'on n'a pas une visibilité qui est différente depuis la saison dernière. Donc forcément, on va être certainement attendu, mais après c'est la vérité du terrain qui va reprendre ses droits. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de construire un groupe prêt à combattre sur une durée de 11 mois. Donc voilà, la vérité de septembre ne sera certainement pas la vérité du mois de novembre, ni du mois de mars, ni du mois de juin. Donc voilà, on essaye de construire, on se concentre uniquement sur nous, honnêtement, et on va se concentrer sur ce qu'on est capable de faire, et on essaye de maîtriser ce que nous, on peut faire, et ce qu'on peut maîtriser, c'est notre travail au quotidien. Donc on va travailler très fort pour être capable de continuer à vivre des émotions tous ensemble. Vous allez mettre en place, je sais Paul aussi, de l'événementiel. Il s'avère que je connais bien votre speaker, Patrick de Lorraine, je crois qu'il veut faire des soirées dansantes. Le jour des matchs, c'est cela, d'après ce que j'ai compris? Ça c'est nouveau, vous ne le faisiez pas jusque-là? Alors ça existait plus ou moins, mais on a une vraie vocation les jours de match à vendre plus qu'un match. Ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur de proposer de l'animation. On a fait des marchés gourmands, on a fait des distributions de roses par exemple à l'entrée. Et l'idée en fait... C'est récent tout cela? Vous ne le faisiez pas au préalable? Alors ça existait auparavant, un peu moins à l'époque, un peu plus depuis 3 ans, et qui est plus le Covid. L'idée c'est maintenant qu'on est sûr de l'événementiel, qu'on peut l'assumer et le proposer, c'est de pouvoir dire aux spectateurs, vous venez voir un match de football, mais après vous pouvez rester, manger, boire des coups, danser et profiter, et que Bergerac, du coup, le stade de Caen devienne vraiment un lieu de rencontre, d'échange et de partage, quoi, tout simplement. Donc c'est un peu la volonté que l'on a. Alors, on ne l'a pas précisé, le stade où vous officiez, c'est le stade de Caen-Réal. C'est un petit stade de 1400 places, mais bon, finalement, c'est la contenance pour un club de National 2. Si vous gravissiez des étapes, Erwan, est-ce que ce stade ne deviendrait pas trop exigu? Et est-ce que, Paul, on a envisagé une construction différente, peut-être, à l'avenir? Bon, alors d'abord, pour Erwan, on va poser la question. Moi, sportivement, je suis très heureux de jouer à Caen-Réal. J'aime beaucoup ce stade. Parce que les joueurs sont très proches du public, par exemple. Voilà, exactement. C'est un stade qui peut ressembler, entre guillemets, à un stade à l'anglaise, avec les gens très très proches les uns des autres. Moi, j'aime beaucoup cette atmosphère.
Je pense que si... Vous avez quoi en moyenne comme spectateur, entre 600 et 700? Un peu moins, on est sur une moyenne à 450, mais compliqué de se faire une vraie idée avec le Covid. On a fait des matchs à 1200 et on a fait des matchs à 200. Donc c'est compliqué de varier. Vous avez senti une différence après la Coupe de France? Il y a un avant Coupe de France, un après Coupe de France? On a senti une vraie différence sur les beaux jours, quand ils sont revenus et que la fin du pass sanitaire a eu lieu. Là, on a eu des affluences entre 800 et 1000 personnes, donc on l'a senti, mais vraiment post-Coupe de France sur les matchs, le pass sanitaire, la météo et les rencontres, il faisait vraiment trop froid. Bon, ça n'a pas fait rêver les gens, donc ce que je peux également comprendre, on n'est pas un sport de salle globalement. Il est comment ce public bergeracois, Erwan? C'est l'esprit rural, c'est l'esprit sympa que tu connais bien du Pays Basque. C'est différent du Pays Basque? Il est moins exigeant le bergeracois que le basque? Je sais pas, je pense que c'est un public qui se ressemble parce que c'est un public qui a le facteur commun de la comparaison avec le rugby. Donc si on doit être capable d'attirer des gens qui sont spectateurs du rugby, il faut être capable d'avoir une équipe qui peut se ressembler en termes de valeurs, de générosité. Les valeurs de don de soi. Exactement, qui sont capables de se rapprocher de ça. On est dans une ville aujourd'hui qui a une histoire avec la terre. Bien sûr. Donc forcément, les gens qui travaillent la terre sont des gens qui sont habitués à se lever tôt, à travailler fort, à travailler dehors. Et il y a cette exigence par rapport aux joueurs, justement. On doit être capable de s'approprier le territoire dans lequel on vit et on travaille. Donc forcément, si on veut attirer des gens qui aujourd'hui sont des résidents bergeracois ou un petit peu plus grands que Bergerac, il faut avoir une équipe qui lui ressemble. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir des garçons qui sont déconnectés de ces réalités-là. Donc voilà, nous on essaye de mettre des choses en place aussi pour expliquer qu'est-ce que le territoire, qu'est-ce que le bergeracois. On a commencé cette saison avec des Olympiades qui ont eu lieu dans un château de vin sur une matinée. Une après-midi, on a été dans la Dordogne faire du rameur parce qu'il y a un gros club de rame à Bergerac. Voilà, c'était important pour nous d'aller aussi dans le marché parce que on a discuté avec les agriculteurs et on a demandé aux joueurs d'être capables de cuisiner tous ensemble à travers les produits qu'ils avaient achetés le matin au marché. Donc voilà, c'est important que les joueurs connaissent le territoire. Connaissent le territoire, c'est important. Alors, on ne peut pas faire autrement que de terminer cette interview sans parler d'une équipe que vous auriez pu rencontrer si vous étiez monté en National. Il s'agit des Girondins de Bordeaux. Eh oui, s'ils avaient été rétrogradés en National 1, mais on nous dit que c'est pas possible parce qu'en cas de rétrogradation, eh bien, il y aurait des pots de bilan. Vous auriez pu avoir ce fantastique derby entre les Girondins et Bergerac. Alors, 2 mots sur une décision qui a été prise hier par le tribunal de commerce de Bordeaux, donc qui a donné raison apparemment à Lopez, et ce qui semble peut-être permettre aux Girondins de se maintenir avec une décision favorable du CNSOF, d'après ce que j'ai compris. Quel regard vous portez sur les Girondins? C'est le club de cœur. Quand on est bergeracois, on est supporter des Girondins, n'est-ce pas? Même Bayonnais. Oh, Bayonnais, c'est pas sûr. Parce qu'ils regardent un petit peu du côté de l'Athletic Bilbao, je crois, de l'autre côté de la frontière. Tu confirmes? J'allais voir plus de matchs. Ou Saint-Sébastien. J'allais voir plus de matchs à la Real Sociedad qu'au Girondins de Bordeaux. Et oui, il y a les Peñas basques, hein, c'est ça. C'est particulier. Oui, c'est l'état d'esprit basque. Hein. C'est un environnement. Voilà, le 33 n'est pas toujours le bienvenu au Pays Basque. Tout le monde est bienvenu au Pays Basque. Tout le monde est le bienvenu au Pays Basque. Tant qu'il ne reste pas. Est-ce que le Bordelais est bien vu à Bergerac? Oui, alors c'est la grande ville, tu sais. Oui, alors 2 mots sur les Girondins. À très court terme, on souhaite évidemment qu'ils se maintiennent du coup en Ligue 2 parce que c'est impératif pour la Nouvelle-Aquitaine d'avoir un club professionnel. Mais par contre, à moyen terme, j'espère que ça peut leur servir de déclic et vraiment de prise de conscience qu'ils se sont beaucoup trop éloignés du territoire globalement. Donc il faut qu'ils se rapprochent plus de leurs valeurs, de ce qui fait leur force avant. Ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils faisaient, pardon. La formation, les valeurs viticoles, comme on pouvait en parler. Et j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir se rapprocher de ça, que plutôt de partir sur des projets de trading comme il peut en avoir lieu. En tout cas, je pense que c'est un projet qui mérite de rester en Ligue 2 et de se développer encore et de retrouver l'élite à très court terme avec un vrai projet cohérent à mettre en place avec le territoire. Et les anciens les Girondins, vous en aviez Erwan Chevalier, qui n'est plus chez vous, Lucas Demey, qui lui par contre est resté. Il y en a d'autres, j'en oublie, des gars qui viennent, il y en a beaucoup, qui viennent du centre de formation des Girondins.
Quels sont les principaux joueurs là, que je n'ai pas Là, cités? actuellement, Actuellement, hein. on a Ryan Ebenetala, Oui, Corentin exact. Michel, Anthony Souberville est passé en jeune. On a eu aussi également Clément Badin qui était passé par Exact, chez nous. Exact. Voilà, on a beaucoup de Mamadou Kamisoko qui est passé également. Oui. Donc c'est une vraie filière avec laquelle on veut se rapprocher. On prend beaucoup de joueurs sortis des Girondins, mais on a très peu de nos jeunes qui vont aux Girondins Ah par oui. contre. Donc on a plus de liens avec Niort et Toulouse. Pour ça, tout à l'heure, quand je parlais de rapprochement avec le territoire, ça passe Malheureusement. par là. Les meilleurs joueurs sont des fois à côté de chez soi. Et il ne faut pas passer à côté de nos pépites en local. Premier match, Erwan, dans allez, 2 heures, ça va être contre Arcachon. Tu vas aligner une équipe expérimentale, y compris peut-être des U19, comment tu vas faire? Non, l'objectif c'est de valider, on va dire, les 10 jours de préparation qu'on a mis en place. Vous venez de faire un stage, je crois. Donc voilà, on sort d'un stage, on a fait, comme j'expliquais tout à l'heure, des Olympiades, on a commencé à travailler sur le projet de jeu. Donc l'objectif sur ce premier match est de valider 45 minutes de temps de jeu par joueur et de commencer à trouver des automatismes. Voilà. Mais on sera sur quelque chose avec comme objectif de valider 45 minutes par joueur. Voilà. Le souhait de Paul Fauvel pour cette saison 2022-2023, la Coupe de France. Non, C'est jamais un objectif prioritaire là-dessus. La Coupe de France, ça vient, l'appétit vient en mangeant. La Coupe de France, c'est pareil. gagner la Coupe de France, Paul. Alors, Le rêve absolu. on, Tu te rends compte on pourrait rigoler, on pourrait dire faire mieux que la saison dernière, mais ça me paraît quand même ambitieux Difficile. comme Et ambition. ambitieux. Non, l'idée, on est vraiment sur une ambition de structurer globalement le club, les installations, le club, le projet. L'équipe première également, on la structure, la partie médicale, partie athlétique, partie vidéo également. C'est une volonté vraiment d'être un projet très cohérent sur notre territoire et de pouvoir se démarquer par rapport à ça et surtout prendre du plaisir. L'an passé, on voulait prendre des émotions, on a eu. Là, c'est prendre du plaisir, prendre les matchs les uns après les autres et essayer d'aller le plus loin possible. Mais c'est vrai que notre statut a changé du fait de la visibilité qu'on a pu avoir récemment. Paul Fauvel et Erwan Lanuzel, je vous souhaite la meilleure des saisons possibles. Merci de nous avoir fait confiance à Merci Qui à Télé. Nous étions Merci, en en tout Périgord aujourd'hui. Nous étions avec le BPFC qui a eu du nez, qui en aura encore et que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt sur notre chaîne. Salut les amis! Pour une prochaine rencontre de Christophe, eh bien, on restera dans le foot et puis on ira voir aussi d'autres événements. Salut, à très bientôt!